écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Ma'arif pour un nouveau podcast Histoire. Nous recevons une nouvelle fois un des héros de nos podcasts, Monsieur Abdrahim Qasso, l'anthropologue, l'architecte. Bienvenue à toi Abdrahim. Bienvenue, merci pour l'invitation. Tu es de retour pour nous parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, encore une fois. Après t'être illustré sur la description de l'histoire de Casablanca, on va te demander aujourd'hui de nous parler de l'aéropostale, c'est bien ça? Tout à fait, en tout cas je vais essayer. Est-ce que tu peux s'il te plaît démarrer? Alors, l'aéropostale, comme son nom l'indique, est une histoire d'aviation. Pour un peu situer cette histoire-là, pour un peu brosser le tableau de la création de l'aviation, l'invention de l'aviation, sans remonter jusqu'à Icare, qui avec ses ailes collées à la cire, qui fondait au soleil, sans remonter jusqu'à Abbas Ben Fernas, Abbas Ben Fernas, je le rappelle, est né à Ronda, grandi à Cordoue, un grand savant, mathématicien, astronome, chimiste, etc. 8e siècle, et dont d'ailleurs, qui a beaucoup fait pour la science. Un des cratères de la Lune est nommé à son nom. Ça, c'est une info. Et donc, il aurait tenté de voler. Il aurait sauté d'une tour à l'âge de 70 ans avec une espèce d'armure armée de plumes, et il serait cassé quelques jambes. Donc, c'est dans les récits historiques. Je ne sais pas si c'est une légende. Avant de nous faire, puisqu'on est arrivé à ce savant et par ce fait le retentissant, tu peux quand même nous donner une de ses inventions, non, à part ce cratère? Il est médecin. Il a beaucoup développé il était proche il a développé beaucoup de savoir de chimie, de science. C'est un des premiers, parce qu'on est vraiment dans la période récente de l'Andalousie. On est vraiment dans 700. Il est né en 710, me semble-t-il. Période, tu veux dire de présence musulmane en Andalousie. Les premières années, quoi. Premières années. Donc, il est parmi les fondateurs. Il est un des ponts sur le Tigre à Bagdad, porte son nom également. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire scientifique. On retrouve des avions également dans les destins de Léonard de Vinci. Donc là, on est au XVe siècle, Renaissance italienne, au VIe siècle, pardon. Et donc, on retrouve des machines volantes dans les destins de Léonard de Vinci. Donc, le rêve de l'homme de voler est quelque chose de relativement ancien. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour y arriver. Les montgolfières, justement, ces ballons où on chauffe l'air pour s'élever dans l'air, en l'occurrence, pour pouvoir voler. Donc, avec tous ces récits d'aventures sur Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, etc. Tic-tac en ballon aussi dans une autre version un peu plus ludique. Oui, mais nationale, puisqu'on avait ça à l'RTM. C'était deux souris, pour information, qui nous apprenaient la géographie à travers des petits reportages sur les endroits où ils se posaient. Exactement. Et donc, ensuite, est venue la période des aéronefs, cette espèce de gros ballons remplis de gaz, d'hydrogène, qui permettent de voler, notamment les Zeppelin, qui ont été créés au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle. Un peu, c'est comment pouvoir voler, donc transporter ces engins volants, on va dire, ces Zeppelin, ces aéronefs transportés au début du XXe siècle des passagers, comment être en service de bombardier pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Et jusqu'en 1937, il y a eu un incendie à Hindenburg en Allemagne qui a causé la mort de 35 personnes. Donc cette technique de vol, disons, a été abandonnée. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est la pochette du premier album de Led Zeppelin, cet incendie, ce Zeppelin qui brûle. Parallèlement à ça, beaucoup de tentatives pour faire voler, comme on disait à l'époque, des engins plus lourds que l'air, donc des moteurs volants. Et la première tentative réussie, c'est un certain Clément Ader, donc en 1890, qui arrive à faire décoller un engin. Quand on parle décoller, il fait un vol d'une 50aine de mètres sur une hauteur d'une 20aine de mètres. Mais c'est quand même considéré comme un peu le premier avion. Est-ce qu'il a atterri? Il a atterri à peu près. Il s'est un peu cassé quelques côtes, mais il a atterri à peu près. Dans l'époque, d'ailleurs, les atterrissages sont épiques. Le mot avion ou aviation, d'ailleurs, vient de avis, qui veut dire oiseau en latin. Donc on a commencé un engin nouveau, commencé à avoir des inventeurs, un peu des casse-cou, essayer de développer les moteurs. Aux États-Unis, les frères Wright développent également des engins. Donc on est un peu fin 19e, début 20e. Les choses commencent à se développer. Et une vraie accélération avant la Première Guerre mondiale. Les États ont compris
que c'est un outil qui peut être intéressant. Donc les armées ont compris, ont commencé à financer la recherche, à financer le développement, et parce qu'ils sentaient que Et à bombarder outil, les braves gens. c'est un outil, c'était pas mal d'avoir, en période de guerre, c'est pas mal d'avoir l'avion. Et donc le premier combat aérien dans l'histoire date de 1914, octobre 1914, au-dessus de Reims, une bataille entre France et Allemagne. Et donc ça date un peu le débat des batailles aériennes. Donc, c'est un outil à la fois de combat, mais aussi de reconnaissance, qui permettait de voir les positions ennemies avec moins de risques que d'envoyer des gens à terre, quoi. En fait, ça changeait complètement la donne stratégique, quoi. Complètement, avec des engins pas encore super développés. C'est un outil qui, 30 années avant ou 20 années avant, n'existait pas du tout. Donc, c'est là où on va commencer à parler de l'histoire de l'aéropostale. On y arrive. C'est un certain Père Georges Latécoère, qui a un Toulousain, je pense. C'est un Toulousain, quelqu'un de l'Ouest, qui est né à 1883, me semble-t-il, qui récupère l'industrie familiale en 1905. Sa famille industrielle locale qui fabriquait des machines ferroviaires, des machines outillées, etc. Et qui, un peu pour participer à l'effort de guerre, donc début de la Première Guerre mondiale, va commencer à fabriquer des pièces d'avion et ensuite des avions. Et pendant toute la guerre, donc en 14 à 18, il crée une usine à Toulouse, il produit des avions. Il va produire jusqu'à presque 800 avions pendant cette période-là. Fin de la guerre, il se retrouve avec des avions je schématise, sous les bras. Là, l'armée n'est plus preneuse, et donc il crée sa compagnie de Latécoère, qui va commencer où il a l'idée un peu de développer des vols pour le fret et pour le courrier. Il ne s'agit pas encore de transporter des personnes. C'était pas encore assez sûr, c'était pas du tout confortable. Un petit fret quand même, j'imagine, vu la taille des avions. Un petit fret. Petit fret et petite distance, pour l'instant, Toulouse-Barcelone. Donc il s'agissait de traverser les Pyrénées. Donc il commence à développer Toulouse-Barcelone, il va un peu plus loin, il va faire Alicante. Ensuite, il va traverser, il va arriver à Casablanca, il va arriver à Dakar, etc. Et cette société est encore reprise en 1926-27 par un industriel, un banquier, Marcel Bouilloux-Latour, qui lui va créer la compagnie de l'aéropostale. Qui quelqu'un a de l'argent, qui quelqu'un voit un peu le potentiel de cette nouvelle technologie, et surtout il récupère beaucoup de ça, tout le champ à découvrir, tout est à explorer, et donc on va développer la compagnie de l'aéropostale, va récupérer ces avions-là, développer d'autres avions, embaucher des pilotes, en général des pilotes qui viennent finir le service militaire ou qui sont des anciens pilotes militaires, etc. Il va développer d'abord, évidemment, Toulouse, Barcelone, Alicante. L'Espagne. Casablanca, Saint-Louis étant la capitale de l'Afrique occidentale, Dakar. Et de l'autre côté Amérique latine, il va commencer à développer les relations Brésil, Chili, Argentine à travers la cordillère des Andes. Il n'y a pas encore de lien entre les deux rives des deux continents. Lindbergh, c'est 1927. La première traversée entre l'Atlantique Nord et Paris, en New York et Paris, c'est Lindbergh. Spirit of Saint-Louis, c'est 1927, premier vol sans escale. Et véritable héros à l'époque. Complètement. Et donc, il développe ces lignes-là. Et au pic de l'activité, on va dire, c'est une centaine de pilotes, c'est 200 avions, c'est presque 30 millions de courriers transportés par an. Donc, c'est vraiment une grosse machine. Alors là, on arrive à la période qui nous intéresse, nous, Marocains, puisque le Maroc était un point de passage important, un point d'escale, un point également potentiellement dangereux pour ces pilotes qui acheminaient le courrier de la France coloniale à la France métropolitaine, c'est ça? Complètement. Pour la petite histoire, cette compagnie a pris quand même un gros coup en 1929, la crise mondiale. Et elle faisait face à la concurrence des Allemands, des Américains, tous ces États-là qui aidaient leur compagnie. La France, non. Et donc l'État a repris cette compagnie en 1933 pour l'intégrer dans un ensemble qui va donner plus tard le groupe Air France. En fait, qui est un peu le groupe Latécoère, si vous cherchez, existe encore comme une antenne de la Poste, et le groupe Air France intégrait les autres activités de fret de cette société. Donc effectivement, un certain nombre de héros, de pilotes, qui ont un peu fait l'histoire de l'aéropostale, et notamment à travers le Maroc. On peut en citer quelques-uns. Jean Mermoz, par exemple. Jean Mermoz est quelqu'un qui est né en 1901 ou 1902, me semble-t-il. Il a fait l'armée, comme tout le monde, en 1920, dans les années 20. Il fait son brevet de pilote, un peu casse-cou, il a à son actif quelques accidents d'avion, quelques tentatives de vol, etc. Un peu compliqué, il fait un peu le malin pour des avions, mais très bon pilote. Un peu très bon pilote. Et donc, du coup, il a développé, c'est le premier à faire un vol Toulouse-Saint-Louis sans escale, au Sénégal sans escale, ce qui pour l'époque est quand même assez extraordinaire. Donc, il participe à l'aéropostale, Casablanca, Cap-Juby,
Tafaya actuel. C'est quelqu'un qui ensuite, en 1929, est parti en Amérique, il est parti en bateau, on n'arrive pas en Amérique du Sud, on n'arrive pas encore à traverser à l'époque, pour dompter les Andes, on va dire, pour développer les relations Brésil, Chili, Argentine. Il fait le 30 mai 1930 le premier vol direct sans escale, et c'est une vingtaine, 23 heures entre le Brésil et Saint-Louis, donc entre l'Amérique du Sud et la traversée de l'Atlantique Sud, donc quelque chose d'assez exceptionnel. Dans son parcours, il est déjà tombé dans le désert, s'est fait kidnapper par les tribus locales. Donc c'est un personnage assez haut en couleur. Et il trouve la mort en 1936 dans un accident d'avion au large du Sénégal. Et ces gens-là étaient vus comme des héros parce qu'il y avait déjà une dose de courage. S'envoler dans les airs c'était pas à la portée de tout le monde vu que déjà il n'y avait pas de transport de passagers. Donc c'était une sorte d'élite, quoi. C'était les aventuriers, c'était complètement des pionniers également parce qu'ils exploraient des terres nouvelles. Ils atterrissaient dans des endroits où il n'y avait pas vraiment d'aéroport. D'ailleurs, on attribue à Jean Mermoz cette phrase fameuse qui dit « L'accident pour nous, c'est de mourir dans un lit ». Donc, il s'attendait un peu à une fin tragique. C'est un peu le sens de la formule qui va être également à l'origine de la renommée d'un autre pilote qui s'appelle Saint-Exupéry. Tout à fait, bien sûr. Qui a ajouté la littérature à ses capacités de pilote, on est d'accord. Capacité de pilote, mais également sa présence au Maroc comme quelqu'un de local. Il était Saint-Exupéry, donc est né à Lyon, famille aristocrate, comme son nom l'indique. Il a fait des études de beaux-arts et d'architecture, d'ailleurs, pour la petite histoire. Pareil, l'armée, pareil, s'engage à l'aéropostale en 1926. Il est nommé chef d'escale à Cap Juby, donc à Tafaya. Donc, qui était un gros aéroport. Un gros aéroport amené à l'échelle de l'époque. C'est-à-dire c'est quand même un hangar et une piste. Oui, on ne parle pas de JFK, on est d'accord. Et donc, c'est quelqu'un qui a marqué cette histoire-là par ses récits. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de récits. Vol de nuit, je pense qu'il raconte un vol en Amérique du Sud. Hein. Complètement. Vol de nuit est un ouvrage dédié à un autre pilote, Henri Guillaumet, pour rendre hommage à ce pilote-là qui était surnommé l'ange des Cordillères, de la Cordillère, parce il réussissait parfaitement à traverser de la Cordillère, il l'a traversé plus de 400 fois. Et donc Saint-Exupéry, habitant ici, développant une partie qu'on ignore un peu plus, développement des relations avec les tribus locales autour de Tafaya, de Cap Juby, qui lui permettaient de négocier et de récupérer les pilotes qui tombaient, parce qu'il y avait et de payer éventuellement des rançons ou pas, etc. Donc il y avait une relation. C'était quoi? C'était comment on peut dire, le responsable de l'aéroport de Tafaya? Chef d'escale, complètement chef d'escale, représentant de l'aéropostale. Ce qui impliquait un rôle politique, donc. Parce que c'était le seul qui était là, donc grand copain de Guillaumet et de Mermoz, quelqu'un dont son parcours de l'aéropostale, mais également sa relation au désert, se reflète dans ses livres. Le Petit Prince, qui est parmi le livrage le plus connu, qui a été publié plus tard, il a été publié en 1943, mais n'empêche que dans son récit, entre les premiers esquisses, les premiers récits, parle clairement en tout cas, on voit son séjour à Tafaya, clairement à Cap Juby. Et à sa fascination pour le désert. Complètement. Et on trouve également il y a un autre auteur, Jean Kessel, qui a publié plus tard, qui a beaucoup publié également sur ces pilotes, sur ces aventures-là. Le Lion, c'est lui qui a écrit le Lion. Complètement. Il a écrit d'autres récits sur cette histoire de l'aéropostale. Mais comment tu expliques que ces pilotes aient comme ça une passion de l'écriture ou un don pour l'écriture là? Tu viens nous en trouver deux d'un coup. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est ceux qui sont restés? Je ne sais pas sur la centaine de pilotes qu'il y avait. Je suis pas sûr que tous ont écrit. D'accord. Mais tous avaient quand même des histoires extraordinaires. Donc certains ont fait l'objet de films. Jean Mermoz a fait l'objet de films sur sa vie. Henri Guillaumet, qui pareil fait partie de cette génération-là, qui a le premier qui a développé des relations avec l'Afrique centrale, donc qui a développé les vols Saint-Louis-Douala et Saint-Louis-Brazzaville, toujours en 1928-1929, et qui réussit justement, qui a beaucoup volé en Amérique du Sud et qui était un peu le roi de la traversée des Andes, qui était absolument pas commode avec les coucous de l'époque. Revenons un instant sur cette histoire de rançon et de pilotes qui s'écrasent et qui sont récupérés par les Marocains. Tu as des détails là-dessus? Tu as des rançons, des récits par rapport à ces moments de captivité, de négociation, tout ça? Alors il y a des récits. Déjà Saint-Exupéry en parle parce que ça faisait partie un peu de son rôle, même s'il n'est pas dit comme ça, c'est d'être négociateur auprès des tribus. Il y a eu beaucoup d'accidents à l'époque, des accidents tragiques, mais également des accidents. Jean Mermoz est tombé dans le désert et a dû marcher pendant des jours au large de Tafaya en se trompant de route pour pouvoir retrouver la base. Mais il y a également des récits de
de rançon payée pour des pilotes. J'ai lu quelque part le chiffre de 1000 pesetas pour pouvoir récupérer un pilote à l'époque en 1927. C'est très peu, non? C'est très peu pour l'époque. J'ai aucune idée de la valeur de 1000 pesetas qu'on pouvait acheter avec 1000 pesetas en 1927, mais effectivement, j'imagine que c'était il y a la question n'est pas peu ou beaucoup, c'est que c'était mis d'accord sur ce chiffre-là pour pouvoir libérer le type, et c'est l'essentiel. J'ai du mal à imaginer concrètement les négociations, là, comment ça se passait. Le bonhomme était enfermé, les représentants allaient à l'aéroport de Tarfaya. J'ai du mal un petit peu à visualiser tout ça. Mais également la figure, je pense que la figure, là je m'avance peut-être, mais là, le fait d'avoir Saint-Exupéry installé à Tarfaya sur 1 an et demi, tu as le temps de développer. Ça doit être le seul, disons, la seule personne qui est là, qui n'est pas militaire, mais qui est, qui est responsable, représentant d'une société rendant service public entre guillemets. Donc il a développé des relations avec des notables locaux, des notables tribus, et donc ça a facilité sans doute avec le temps, ça a facilité les discussions et les échanges. Mais c'est quelque chose d'avéré, cette question de, et pas uniquement au Maroc, hein, c'est quelque chose de chute de pilotes dans la terre à travers l'Afrique de l'Ouest, c'est également quelque chose d'avéré dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça fait cette marche dans le désert a fait également de Mermoz a fait également l'objet de récits, de films, etc. Donc cette période-là est très documentée. Après, c'est beaucoup de films romancés, enfin beaucoup de récits romancés, des fictions, mais c'est quelque chose qui a marqué l'imaginaire un peu. Ces jeunes aventuriers un peu fous qui essaient de survivre à des aventures, qui ont tous eu une fin tragique finalement. Et qui bravent les dangers. Juste pour revenir à Saint-Exupéry, qui après avoir quitté le Maroc, il est revenu plusieurs fois au Maroc. Dans les années 30, il était venu déjà dans les années 20. Il n'avait pas beaucoup aimé Casablanca. Il revient dans les années 27, 28. Il vit au Maroc. Ces types-là étaient souvent à Casablanca, pas uniquement à Tarfaya. Et plus tard, il devient reporter. Et il trouve la mort dans un vol de reconnaissance en 1944 au large de Marseille, en préparation du débarquement de Provence par les Alliés. Et donc il trouve la mort également dans l'avion. Henri Guillemet également, tous ont eu un destin un peu tragique. Henri Guillemet, donc cet autre exemple, cette autre figure de pionnier, a également est décédé en 1940, abattu par un avion italien. En 1940, donc au large de Tunisie, il faisait un vol vers le Liban. Donc tous sont morts sur l'accident, en tout cas tous sont morts en pilotant, on va dire. Sur la présence de cet aéropostale un peu, l'histoire de Saint-Exupéry est intéressante parce qu'évidemment c'est devenu la personne célèbre qu'on connaît. Ils sont tous morts très jeunes. On parle de gens nés en 1900, 1901, 1902, donc ils avaient entre 25 et 30 ans dans la grande période de l'aéropostale. Donc ils ont vécu à 100 à l'heure leur vie. Et c'est des gens qui étaient marqués par le Maroc, marqués par le désert, marqués par cet esprit d'aventure, d'aller chercher un peu conquérir des terres nouvelles, ce qu'on retrouve dans les récits et dans les ouvrages de Vol de nuit et autres d'ailleurs de Saint-Exupéry et des autres. Il y a également un autre auteur, un autre pilote d'ailleurs, Émile l'écrivain, qui n'est pas écrivain malgré son nom, qui pareil faisait la liaison Casablanca-Dakar et qui au retour d'un vol de Dakar est tombé également suite à une panne moteur au large des Jadida. Il y a une rue à Casablanca qui s'appelle rue l'Écrivain, qui est à côté des anciens abattoirs, le Hayy Mohammadi, et rue de l'Écrivain. Et en arabe, je vous le donne le mille, c'est écrit Zaqat al-Katib. J'invente rien. Alors que c'est de rue dédiée à ce pilote-là. Dès que ça a commencé, je savais comment ça se terminait. Je pense nos auditeurs aussi. À part le côté aventurier, il y a également un côté poétique dans la mission de transporter des lettres. Quand tu traverses une tempête ou quand tu fais face au danger, je sais que l'émotion qu'il décrivait était que ça valait le coup parce qu'il fallait mettre en rapport des parents avec leurs enfants, des femmes avec leurs maris, des amoureux, des lettres, ce genre de lettres-là. Et il y avait le côté un peu sanctification d'un service public postal qui justifiait tous les dangers que ces gens-là étaient en train de prendre. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentaient ou c'est comme ça que l'esprit de l'époque le percevait. Il y a un beau documentaire
documentaire fait par Arte sur la partie Amérique du Sud, mais qu'on peut complètement transposer sur le fait d'une période où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait évidemment pas Internet, où les gens étaient coupés. Juste le fait de pouvoir relier Buenos Aires à la Patagonie ou Brésil, etc., en 24 heures ou un jour et demi était quelque chose juste d'extraordinaire, de pouvoir avoir des nouvelles de la capitale. C'est aussi bête que ça. Et de pouvoir être au courant des grosses décisions politiques, de recevoir le journal. Ouais, voilà, moi je parlais d'amour, tu parlais de politique, mais c'est vrai, ça pouvait être une question de vie ou de mort, ces lettres. Et la relation à la métropole, évidemment, est fondamentale. D'où sans doute la volonté de l'État français, en tout cas, de pouvoir récupérer des compagnies et de nationaliser ces compagnies-là pour avoir le contrôle sur ça, contrairement à d'autres États qui ont aidé le développement des services postaux. L'Allemagne, par exemple, a beaucoup aidé ce développement. Et donc tous ces pionniers un peu de l'espace ont évidemment transité par le Maroc, ont beaucoup marqué l'Afrique de l'Ouest, Saint-Louis, Dakar, etc. Sur le Maroc, il y a une autre escale moins connue, c'est Villa Cisneros, c'est Dakhla. Villa Cisneros, c'est également Villa Cisneros et l'ancien nom de Dakhla, ce nom date de 1870-1880. Et on le connaît puisque le professeur Kadeni nous a longuement expliqué comment les Espagnols avaient nommé une ville marocaine ou africaine du nom du cardinal qui avait expulsé les Moros. Comme une sorte de revanche. Exactement. En disant on vient chez vous et on va donner le nom de celui qui vous a mis dehors. Voilà. Cisneros en l'occurrence. Exactement. Donc évidemment Tafaya, Cap Juby. Donc faut imaginer notre ami Saint-Exupéry à l'époque vivant 2 ans à Tafaya. Déjà maintenant vivre à Tafaya, ça doit pas être un cadeau. Donc à l'époque ça doit pas être non plus le grand confort. Et donc Tafaya, Cap Juby, qui est entre parenthèses, qui a été, il y a un fort anglais à Tafaya. J'encourage les auditeurs qui ne connaissent pas cette ville-là. Il y a un fort anglais qui a été construit. C'est un comptoir anglais, commercial anglais. On le connaît, on le sait moins, qui a été construit en 1870-75 et qui a été racheté par Hassan Ier en 1880-85 pour récupérer ce territoire. Donc il y a encore ce qu'on appelle Kasama là-bas. C'est une espèce de fortin. En pleine plage à Tafaya. Tafaya, c'est également là où il y a la Sebkha d'El Tah, qui est le point le plus bas du Maroc en termes de géographique, topographique, parce que c'est en dessous du niveau de la mer. Altitude, tu veux dire. Altitude, niveau de la mer. Il y a également une réserve naturelle qui est très intéressante en termes d'oiseaux migrateurs, etc. C'est vraiment une région intéressante qui mériterait de développer les infrastructures touristiques et justement surfer sur l'histoire de Saint-Exupéry. Il y a un petit musée créé en 2004 par les amis de Saint-Exupéry. Donc il y a une petite exposition qui est intéressante sur un petit local, mais qui mériterait vraiment d'avoir un peu plus d'aura. Peu de gens le savent. Déjà, peu de gens savent que Saint-Exupéry était à Cap Juby, à Tafaya. Et enfin, Casablanca, qui est un peu l'espace où tous ces pilotes-là venaient, parce que c'est un peu une ville qui leur ressemble, une ville un peu insouciante, une ville un peu trépidante, une ville un peu, on parle entre la fin des années 20, 25, 30. Tous ces pilotes-là ont fréquenté, atterrissé justement à l'aéroport d'Anfa. L'aéroport d'Anfa qui est un ancien camp militaire qui s'appelait le camp Kazès. Kazès, un autre pilote décédé au large des Saouira en 1913, donc d'où le nom de ce corps militaire, qui a été de plus en plus dédié aux militaires et ensuite à l'aviation civile. C'était le grand aéroport, donc escale importante de l'aéropostale. Et c'est beaucoup de récits de ces auteurs, notamment dans leurs souvenirs, dans leurs correspondances, de Casablanca, de l'hôtel Excelsior où ils résidaient, Excelsior qui existe encore, ce bâtiment, cet hôtel 1918 donc sur la place des Nations Unies, des récits du monde de la nuit, des récits justement venant de alors Saint-Louis, Dakar, Tafaya, etc. Casablanca était la ville, disons, de la décompression. Il pouvait souffler, exactement. Donc c'est Bousbir, le réservé, où il passait un peu quelques temps, le passage obligé. Tu parles de prostitution, là. Complètement. Le Petit Poussé, qui est ce restaurant sur le boulevard Mohamed V actuel, qui existe encore. On a encore sur les murs accroché quelques images. Il cite ces endroits, le lieu de prostitution, le Bousbir, donc de Prosper, c'est ça? Ces endroits sont cités dans les correspondances, pas forcément dans les ouvrages, mais dans les correspondances de pilotes entre eux, dans les récits. Donc il y a des traces. D'ailleurs, il y a un très beau supplément. Je sais pas si je pense qu'on peut le citer de Zaman, du magazine Zaman sur l'aéroport d'Anfa, un supplément, un numéro spécial sur l'aéroport d'Anfa, donc qui raconte notamment cette période-là. Et donc ces pilotes-là passaient du temps à Casablanca, et donc la Casablanca le rendait bien. Et donc c'est pareil, c'est encore une fois une histoire formidable
pour l'humanité finalement, cette histoire de l'aéropostale, sur lequel on devrait pouvoir développer des produits touristiques, des produits marketing, des produits de marketing culturel dans cette ville pour un peu aider à la vendre un peu mieux. Ça fait partie de ces innombrables histoires que nous valorisons pas. Complètement, et que nous racontent ces lieux. Et encore une fois, ces lieux existent encore. On a parlé de Pipouté, d'Excelsior. En tout cas, cet état d'esprit de Casablanca doit encore un peu exister. Autre chose, en quoi le Maroc, alors bien sûr là on parle d'une période coloniale, donc c'est une aventure française l'aéropostale, même si elle passe par le Maroc, mais est-ce qu'il y a des infrastructures dont le Maroc a hérité qui datent de cette époque ou de cette aventure par exemple, ou un autre héritage? L'aérodrome de Tafaya existe encore. Beaucoup de pistes ont été défrichées, pas uniquement au Maroc, dans toute l'Afrique de l'Ouest, ont été créées pour ces besoins-là. L'aéroport d'Anfa, donc de Casablanca, même si le camp militaire existait, que ce soit devienne un aéroport important, un aéroport civil vient de là. Donc évidemment, c'est lié au développement de la ville. Les échanges essentiels se faisaient par le port, mais l'aéroport commence à se développer. C'est l'aéroport qui a joué un gros rôle lors du débarquement de l'opération Torche, le débarquement américain en 1942. Donc cette infrastructure existe encore. D'ailleurs, dans le projet actuel de développement d'un projet d'enfant, donc ce nouveau quartier résidentiel, d'affaires, etc. La piste principale est préservée. Le site, c'est 350 hectares. Pendant très longtemps, il était entouré d'un mur, parce que c'est un aéroport. Il a ensuite servi d'école de pilote pour la compagnie nationale. Et actuellement, donc ce site, ce projet, c'est 350 hectares. Dans 50 hectares, sont un parc qui reprennent la piste d'atterrissage principale. Donc le projet a gardé la piste de l'aéroport, c'est un parc pour un peu garder la trace, et l'aérodrome, enfin le hangar, le bâtiment avec la petite tour de contrôle existe encore, on peut le voir, et il va accueillir, me semble-t-il, il y a des hangars qui existent encore, il y a un projet de musée de l'aviation, je ne saurais pas dire exactement où il va être, mais je sais que c'est sur un des hangars existant encore. L'avion de Hassan II est également là-bas, qui avait fait l'objet d'attentats en 72 et là-bas. Et donc il y a cette histoire du Maroc avec l'aviation et également l'arrivée de beaucoup de chefs d'État. Voilà, il y a la trace de beaucoup de chefs d'État sur cet aéroport. Donc l'aéroport d'Anfa, dans l'absolu, pas uniquement pour l'aéropostale, mais l'aéroport d'Anfa est évidemment un point essentiel pour l'histoire de Casablanca. Merci beaucoup Abdrahim. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans cette thématique? Il y a un raid aéropostale qui vient d'être créé par des amateurs. Il y a une dizaine d'années, me semble-t-il. Donc ils reconstituent le voyage de ces avionneurs. Ils passent de temps en temps à Casablanca, à Tafaya, il faut la traverser. Et il y a notamment un livre, une sculpture sous forme de livre sur la place Mohamed V qui a été mise à l'occasion du passage de ce raid aéropostal. Et donc il y a des amoureux de cette histoire qui essaient un peu de reconstituer et de piloter un peu des vieux coucous en hommage à ces pionniers de l'aviation. Il y a également des posters qui sont très souvent réédités, qu'on trouve beaucoup dans le commerce, beaucoup de publicité sur l'aéropostale sur cette époque-là, avec des dessins coloniaux. Voilà ce qu'il en reste, et puis la mémoire, et puis ce que tu viens de nous raconter. Merci beaucoup Abdrahim, et à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Restez connectés, restez à l'écoute. On sera là la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.